Monsieur le professeur Sébastien Richard, vous êtes prêt? Bonsoir. Je vais vous poser la question également, c'est est-ce que vous êtes prêt? Parce que moi, pour éviter d'avoir des questions, c'est moi qui vais les poser. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Vous pouvez, s'il vous plaît, avoir la gentillesse de bien vouloir téléphoner dans le couloir, s'il vous plaît. Oui. Ça me rappelle qu'il faut que j'éteigne le mien. Voilà, on ouvre pour la 3e salle, je vais en avoir besoin. Il est hors de question qu'il y ait des planqués. Déjà, un mot d'introduction. Donc, on m'a présenté Sébastien Richard, je viens de Nancy, et c'est pas la première fois que je viens à Charleville parce que j'ai un souvenir ému d'un mois de novembre glacial où tout le monde s'était un peu désisté pour venir faire la conférence à Charleville-Mézières. Et j'étais donc venu, je ne connaissais pas. Et je suis arrivé, c'était pas cette salle-là, ou si c'était peut-être déjà cette salle. Non, c'était pas cette salle-là. Si c'était cette salle, voilà, vous en redemandez alors. Voilà, j'arrive, j'avais préparé mon PowerPoint, j'avais mis plusieurs heures. Là, je fais la connaissance de Claudine Benguiral de façon très frontale, qui me dit ici pas de chichi, c'est à l'oral. On appelle ça a cappella, en gros. Voilà, donc pas de vidéoprojecteur, il faudra le faire sans. Je dis, oula, où suis-je? Je dis, je m'assois là, elle me dit, ici, pas de chichi, vous vous asseyez là et vous parlez. Voilà. Je crois que j'ai passé l'une des meilleures soirées de ma carrière professionnelle, où on a fait déjà des échanges très intéressants. J'ai eu droit au buffet des spécialités. Alors, quand vous connaîtrez mon régime alimentaire, vous verrez que c'est parfait. Et puis on a passé ensuite une soirée avec France AVC, avec Claudine, avec Françoise Benon, et puis une autre dame, excusez-moi, j'ai oublié son nom, et échange de recettes. On continue d'ailleurs à communiquer. C'est l'un des plus grands accueils quand c'était pas un moment facile dans ma carrière, donc je tiens vraiment à vous le dire. Et je suis très content de ce soir revenir vous rendre l'appareil, où je vois, Claudine, quand même, que vous avez augmenté en moyens. J'ai un vidéoprojecteur, j'ai eu un super accueil par Cécile, donc vraiment bravo, parce que vous transformez encore une fois l'essai, et je voulais vraiment vous remercier pour ces actions de prévention que vous faites, que nous, en tant que soignants, on n'a pas toujours le temps d'organiser. Donc voilà. Alors, on va en revenir quand même au travail. Donc, déjà en venant, je disais à mon collègue, normalement pour trouver l'hôtel de ville, avec le nombre de personnes qu'il doit y avoir, on doit se diriger au bruit et ça doit y aller. Moi, je vous ai trouvé extrêmement calme jusqu'ici. Donc, il va falloir plus réagir que ça. Et si vous êtes là, c'est que vous avez tout compris sur comment traiter l'AVC. Vous avez compris quel est le meilleur des traitements, comme dans la plupart des pathologies d'ailleurs, mais particulièrement dans l'accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire, en effet, on peut avoir des traitements comme la thrombolyse, la thrombectomie, la reperfusion, l'unité neurovasculaire. L'unité neurovasculaire, ça concerne tout le monde. La thrombolyse, la thrombectomie, non. Mais en tout cas, vous saurez que déjà, et vous savez, puisque vous êtes là, que la première arme et le premier des traitements contre une pathologie, c'est la connaissance. Voilà. Donc, si on veut lutter contre l'accident vasculaire, si on veut travailler sur le post-AVC, l'information, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de patients en consultation qui nous disent qu'ils souffrent du regard des autres parce qu'on ne connaît pas la pathologie, on ne sait pas ce que c'est qu'un AVC, on ne connaît pas les conséquences d'un accident vasculaire cérébral. Vous ne pouvez pas avoir fait un accident vasculaire cérébral alors que vous êtes sur vos deux jambes. Un enfant ne peut pas faire d'accident vasculaire cérébral, c'est pas possible. Vous voyez, tout ça, ce sont les obstacles majeurs au traitement et à la prise en charge des patients. Donc, c'est parti pour un quiz sur l'AVC. 3 équipes. Équipe 1,
Équipe 2, le fond, faudra également, la salle des planqués, faudra également, vous serez interrogé également. Vous savez qu'il y a plein de places là. Donc, j'aurais besoin, par un moment, que vous ayez un représentant qui vienne me dire une réponse. Je me suis inspiré de Qui veut gagner des millions, mais vous n'avez pas de millions à gagner. Hein. L'hôpital public ne nous paye pas tant que ça. Donc, vous aurez 4 propositions. À chaque fois, vous n'avez qu'une seule proposition qui est bonne. L'équipe... Alors, sur les 4 propositions, vous pouvez donner une réponse tout de suite si vous en êtes sûr. Voilà. Je ferai à peu près le consensus par rapport à ce que j'entends. Voilà. Alors ici, les grands professeurs, les grands docteurs sont bien sûr exclus. S'ils donnent une réponse, c'est disqualification. Voilà, n'allez pas mettre mon quiz en l'air, merci. Et vous, par contre, si vous répondez tout de suite, vous avez 2 points. Si vous utilisez un joker, vous avez droit à un joker à chaque fois qui est le 50-50. Là, si vous répondez après le 50-50, vous n'avez qu'un point. Voilà. Bien sûr, si c'est tout faux, après tout ça, c'est 0 point. Et vous avez droit, dans la soirée, chacun, coup de fil à un ami. Voilà, donc choisissez-le bien, affûtez vos portables. Là, vous aurez le droit d'utiliser votre portable. Voilà, mais il faudra aller assez vite. Hein. D'accord ? Donc, on va commencer. C'est parti. Alors, là, normalement, on va voir si vous avez entendu. Je vais commencer par l'équipe de droite. D'accord ? Voilà. Madame, il faudra que vous me fassiez le consensus, me dire un peu ce qu'ils en pensent. Voilà. Voilà. Donc, il va falloir de la voix. Hein. L'accident vasculaire cérébral est A, dû forcément à un caillot. B, c'est dû à une occlusion de coronaire. C, ça peut être une hémorragie cérébrale. Ou D, c'est dû à un traumatisme crânien. Alors, ma droite, déjà il y en a plein qui s'en vont. Dites-moi, vous êtes déjà très sûr de vous. On va regarder. Alors, on va déjà regarder ce que dit le 50-50. Vous pouvez y aller. Voilà. Apparemment, pour l'instant, vous êtes bon. On regarde. Bravo. Donc, quand c'est en vert, c'est bon. Alors, la salle des planqués, c'était pas vous encore. D'accord ? Voilà. Donc, vous n'avez pas de points. Vous avez 2 points. Quelqu'un fait le compte, par contre, parce que je vais avoir du mal. C'est une bonne réponse et qui vaut 2 points. Alors, vous avez bien retenu je suis sûr, les exposés d'avant. Parce que vous savez ça, que quand on le fait aux étudiants en médecine comme ça, de façon naïve, un accident vasculaire cérébral, c'est quelqu'un qui bouche une artère. On ne pense pas à l'hémorragie cérébrale. Et à la rigueur, pourquoi aller s'embêter à faire un scanner ou une IRM avant d'aller passer les produits pour déboucher ? Attention, quand le patient s'écroule, quand le patient fait son déficit, il n'y a rien qui vous dit au départ si vous êtes devant un vaisseau bouché ou si vous êtes devant une hémorragie. Souvenez-vous de votre cours de mathématiques. Il y a beaucoup de jeunes au fond là-bas, je suis sûr qu'ils ont eu ça il n'y a pas longtemps, quand vous avez appris à faire des équations. Moi, j'avais une très bonne prof de maths, j'étais nul en maths, mais j'aimais bien ma prof, et qui avait passé 1 heure à nous expliquer. Quand vous faites une équation, vous avez une inconnue x, vous ne savez pas, avant de résoudre l'équation, si c'est positif ou négatif. Et bien, c'est exactement pareil pour le patient qui présente un AVC. AVC, c'est avant l'imagerie, et on va voir sur la diapo d'après que c'est, voilà, sur la diapo d'après, allez, il n'y avait pas une diapo encore avant ? Pardon ? Bon, ben c'est pas grave, on verra après. Et on verra que, en effet, vous pouvez avoir un accident, il est soit dû à une ischémie, vaisseau bouché, hémorragie, ça saigne. Si vous débouchez, si vous mettez un produit qui débouche un vaisseau sur une hémorragie, vous tuez le patient. Voilà. Donc on ne sait pas, avant, et ça il faut le savoir, 20% des patients qui s'écroulent, c'est pas un vaisseau bouché, c'est une hémorragie. On n'a aucun moyen de le savoir, pour l'instant, dans l'état actuel des connaissances, avant l'imagerie. Voilà. On va passer à la suite.
Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Ça, en scanner, c'est une ischémie, c'est noir. Et ça, c'est une hémorragie. Vous voyez, ça peut être l'un ou l'autre. X peut être positif ou négatif, l'AVC peut être ischémique ou hémorragique. 2 points, bravo. Attention. Ensuite, un AIT, c'est un déficit qui récupère en moins d'1 heure. C'est un déficit qui récupère en moins de 24 heures. C'est un trouble transitoire de la mémoire. C'est un abri pour itinérants et touristes. Vous savez que c'est celle-là où j'ai mis le plus de temps à trouver les distracteurs. Hein. Mais vous êtes meilleurs que les étudiants, c'est pas possible. Pourquoi pas 24 heures ? Alors on va regarder la réponse. Alors vous pouvez y aller. Déjà, est-ce que le 50-50 vous donnerait... Oui. On va regarder ensuite la bonne réponse. Et oui. Je pense qu'au fond, ils croient qu'ils ont des points à chaque fois. Alors, non, c'est vous et vous avez très bien répondu. Classiquement, quand moi j'ai appris l'AIT, c'était 24 heures. Parce que l'autre partie de la définition, c'est attention, il faut toujours faire quand même une imagerie. D'accord ? Même si le patient a récupéré, il faut faire une imagerie. On faisait à l'époque un scanner. Et on se rendait compte, on disait que un AIT, et c'est ce qu'on dit toujours, c'est que vous devez avoir un scanner normal. OK ? Le patient a récupéré, l'imagerie est normale. À l'époque, on utilisait le scanner. Et on disait qu'au-delà, avant de 24 heures, le scanner montrait rarement qu'il y avait eu un petit vaisseau bouché. Puis après, on a travaillé sur l'IRM. Et l'IRM, elle est beaucoup plus précise, si bien que la définition a changé. On s'est rendu compte qu'un vrai déficit ischémique qui dure plus d'1 heure, l'IRM vous montre l'ischémie. Donc on n'est plus vraiment dans l'AIT. On montre bien qu'il s'est passé quelque chose. Et à ce moment-là, on a dit, vu que l'IRM au-delà d'1 heure, elle est pratiquement tout le temps positive, on change la définition, c'est 1 heure. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. En tout cas, vous avez 2 points. On va passer à la suite. Alors, l'AIT, c'est, pour revenir quand même à des choses sérieuses, c'est un syndrome de menace. Et on ne le sait pas assez. Dans les services d'urgence, même dans la rue, dans la grande population, vous êtes hyper entraîné à la douleur thoracique. On sait quelqu'un qui fait une douleur thoracique, où là c'est vital. C'est vital une douleur thoracique. Vous pouvez faire un infarctus, vous écrouler, voilà, on ne ferait pas sortir quelqu'un des urgences en disant le vendredi soir, vous verrez avec votre médecin traitant pour voir un cardiologue le lundi. Des AIT, on en a encore. Et pourtant, l'AIT, c'est un syndrome de menace aussi. Ça veut dire que quelqu'un qui a bouché un petit vaisseau et qui a récupéré, il peut, même avant de sortir des urgences, ce qui est peut-être la chance, c'est de vous faire un accident définitif, là, ou alors une journée après, ou quelques jours plus tard. Et ça, les études le montrent, la probabilité de refaire un accident, ça peut être une mort subite, ça peut être un autre AVC, ça peut être un infarctus du myocarde quand on a fait un AIT, il est à 1 an de 6% de la population, et ensuite à 5 ans, ça double, il est à 13%. Ça veut dire que attention aux AIT. Il faut vraiment les prendre extrêmement au sérieux, faire les examens qu'il faut pour voir d'où ça vient et mettre le traitement en fonction. Donc oui, on laisse les patients sous traitement antithrombotique à vie. Alors c'est soit en effet aspirine ou traitement anticoagulant, ça dépend de l'étiologie. Donc ce qui est très important, c'est de faire déjà les examens et après de mettre le meilleur traitement. D'accord ? On continue. Voilà, on continue. Par exemple, là, la salle du fond. Vous êtes avec moi ? Alors là, c'est une réponse à oui ou non. Il y a des étudiants en médecine au fond ou pas ? Infirmière ? Je m'en vais. 75 ans. Antécédents d'hypertension artérielle, tabagisme sevré, dyslipidémie. Le patient se présente aux urgences parce qu'il a présenté 3 déficits du membre supérieur droit.
Vous êtes infirmière aux urgences, vous êtes avec un interne de garde qui est nul. Et est-ce que chez ce patient, il y a besoin absolument d'aller au scanner, il est 3 heures du matin, avant de lui mettre un traitement antithrombotique? Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'éliminer une hémorragie chez quelqu'un qui a fait, hop, un bras comme ça qui tombe et qui récupère? Le patient récupère. Quand vous l'examinez, il est normal. Il a fait 3 déficits qui récupèrent. Est-ce qu'on a absolument besoin de faire une imagerie avant de mettre le traitement antithrombotique? Est-ce qu'il faut perdre du temps avec ça? Donc j'entends à l'unanimité, non. La salle des planqués, -2. Allez-y également. Même dans un déficit transitoire, il faut faire cette imagerie. Parce que dans de rares cas, ça peut être une hémorragie qui va vous donner des petites crises d'épilepsie qui miment un AIT. Donc même dans l'AIT, il faut absolument faire une imagerie cérébrale avant tout traitement anticoagulant. D'accord au fond ? Non, mais on n'est pas en démocratie, hein. Pardon ? Alors, le patient AIT à Charleville n'est pas différent du patient du reste. Il y a toujours en effet des discussions. C'est pour ça qu'on est là ce soir. On vous rencontre, vous, aujourd'hui, et demain, on rencontre les professionnels pour pouvoir discuter en effet de la prise en charge. Voilà. Mais je tiens à dire quand même, vous savez, quand on travaille aux urgences, c'est facile là pour moi, je suis neurologue et je parle de quelque chose que je connais. Quand on travaille aux urgences et qu'on a X pathologies où il faut toujours être au point sur tout, c'est pas toujours facile et c'est notre rôle, nous, en tant que spécialistes, de venir discuter avec eux et on le fera. Donc demain, je reviendrai bien là-dessus. Suivant. On revient à vous d'ailleurs. Voilà. L'accident vasculaire cérébral concerne en France, tous les ans, 50 000 patients. C'est la première cause de passage en mort cérébrale qui permet le don d'organes. Ne concerne pas les sujets de moins de 40 ans et la deuxième cause de handicap après les accidents de la route. Ah, vous avez été bon, on rigole moins maintenant, hein. L'AD, on ne prend pas le 50-50. Non, on y va direct pour avoir 2 points, je suis d'accord. Pas de coup de fil à l'ami non plus. D'accord, on va faire marcher le 50-50 quand même pour voir. Voilà. Alors là, j'ai la vision sur la salle du fond qui regarde des grands yeux. On va dire, vous avez faux, hein, mais maintenant, si vous aviez entre la A et la B, elle est mise. Trop tard. Vous n'avez pas les points. Alors, on va revenir sur chacun des éléments. Déjà, vous n'êtes pas fait avoir par cette incidence qui est bien basse. Sachez que c'est 3 fois plus. 3 fois plus, c'est 150 000 nouveaux patients par an en France. Sur le Grand Est, c'est 10 000 patients hospitalisés tous les ans. Ça veut dire que soit, quand on est une personne, soit on sera atteint d'un AVC, soit on va connaître quelqu'un qui va faire un AVC dans ses proches. Donc c'est vraiment un fléau, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement fréquent. En tant que professionnel de santé, quelle que soit sa spécialité, on tombe dessus, on est confronté à l'AVC. Ne concerne pas les sujets de moins de 40 ans. J'espère avec les exposés de qualité que vous avez eus avant. Alors, vous avez eu chez l'enfant également, mais sachez que l'adolescent, 20 ans, 30 ans, ont fait des accidents vasculaires cérébraux. Déjà parce que les facteurs de risque commencent à aller de plus en plus vers les couches d'âge plus basses. Et puis qu'également, le sujet jeune, on a vu chez l'enfant, mais le sujet jeune après, a ses propres causes d'accident vasculaire cérébral, que ce soit l'ischémique ou que ce soit l'hémorragique.
Deuxième cause de handicap après les accidents de la route, certainement pas. Première est très loin devant. Si on pouvait avoir une mesure aussi efficace que les radars pour l'AVC, que les radars qui ont été mis sur la route, ce serait incroyable, ce serait très bien. L'AVC, c'est la première cause qui fait que quelqu'un se retrouve avec un handicap. Vous ne pouvez pas aujourd'hui faire 3 chambres dans une EHPAD ou dans un service de long séjour sans que vous avez une personne qui est là et qui était toute bien à domicile et qui est là parce qu'elle a fait un AVC et que ça lui a laissé des séquelles. Première cause. Pareil chez le sujet jeune. Même vous pourriez dire oui mais chez le sujet âgé, mais c'est le sujet jeune aussi très loin devant les accidents de la route. Et vous n'aviez pas pensé à la B, et pourtant ça fait partie de mon rôle ce soir de vous le dire. L'accident vasculaire cérébral, malheureusement, on ne sauve pas tout le monde. Voilà. Et il y a des accidents gravissimes. On traite de plus en plus de patients. On aboutit de plus en plus à une bonne récupération. Vraiment, les traitements ont explosé et continuent à exploser. Encore une fois, comme je le disais, à la fac, on nous dit maintenant, vos cours pour les étudiants, il faut les enregistrer. Voilà, vous n'allez pas revenir tous les ans faire le cours. C'est impossible pour l'AVC. Parce qu'en fait, il faudrait que tous les ans, je réenregistre. Il y a des nouveaux traitements à chaque fois. Voilà. Eh bien, malgré ça, il y a des patients qui font des accidents énormes pour lesquels on sait qu'on ne pourra pas sauver. Et sachez que ces patients peuvent présenter une condition qu'on appelle la mort cérébrale, la mort encéphalique, qu'il faut transférer ces patients en réanimation pour qu'ils présentent cette mort encéphalique, non pas pour prolonger la vie, mais pour attendre que la mort encéphalique survienne, et qu'à partir de ce moment-là, si le patient présente une mort encéphalique, il peut donner ses organes. Or, sachez qu'actuellement, la greffe de rein, le premier obstacle, c'est le nombre de donneurs, il n'y en a pas assez, et que le premier obstacle au don d'organes dans le cadre d'AVC, c'est les professionnels de santé, qui soit n'y pensent pas, soit n'ont pas le temps de rencontrer les familles comme il faudrait, ou de transférer les patients en réanimation en disant voilà, ce patient pourrait être potentiellement passé en mort encéphalique et être donneur. C'est important à le savoir, c'est important qu'on s'exprime tous, qu'on ait une carte de donneur ou pas, ou qu'on s'exprime auprès de nos proches en disant si on serait d'accord ou pas pour donner, tellement l'AVC est fréquent. On peut être très critique quant à ça et dire le rôle d'un médecin, ce n'est pas de proposer le don d'organes, ce n'est pas de proposer les soins palliatifs et le don d'organes. Pourtant, j'ai entendu une phrase qui était très juste. Le fait de respecter le souhait de patients qui seraient potentiellement donneurs, ça fait partie des soins. Voilà. On va revenir sur des choses plus drôles. Mais c'était nécessaire qu'on en parle. Des objections à ça ou pas? Oui? C'est la non-opposition. C'est-à-dire que quand vous rencontrez les proches, bien sûr, le patient dans le coma, il ne peut pas témoigner, mais quand vous rencontrez les proches, vous allez leur demander est-ce que ce monsieur ou est-ce que cette dame s'est exprimé contre le don ou pas durant sa vie. Voilà. Mais le mieux, c'est d'avoir une carte, parce que est-ce que le témoignage des proches est toujours fidèle? C'est pas sûr. Prenez le micro parce que sinon on ne vous entend pas dans l'autre salle, madame. Prenez le micro, on ne vous entend pas dans l'autre salle. Allez-y, Françoise. Ça choque quelquefois pour l'avoir entendu. Nous, on a eu des appels téléphoniques de famille où, quand le médecin posait la question, les personnes espèrent toujours que l'être qu'ils aiment et qui est dans le coma survive. Donc, eux, ils sont souvent choqués quand on leur pose la question. Pas tous, mais souvent. Donc, c'est vrai que c'est très délicat de leur poser la question. Il est mieux d'avoir une carte. Alors, je pense qu'aussi, ces entretiens doivent bien être délimités en 2 temps. Quand un patient, le médecin sait qu'il ne pourra plus rien faire pour lui, c'est un premier temps où
on pose ce qu'on appelle la limitation et l'arrêt des thérapeutiques. Et ça, c'est défini par une loi qu'on appelle la loi Leonetti-Claeys, et qui dit que pour ce faire, on doit avoir l'avis de 2 médecins qui ne doivent pas avoir de lien hiérarchique, le paramédical en charge du patient, c'est important pour les infirmières de le savoir, et également recueillir l'avis de la personne de confiance qui doit témoigner non pas de son avis à elle, mais de ce qu'aurait dit le patient. Je vous rappelle toujours, je me répète peut-être, regardez le film Hippocrate, où il y a une dame qui s'appelle Madame Richard, d'ailleurs, où l'interne, qui est plutôt sympa, le soir dit « Madame Richard, vous en avez marre ?»« Oui, je vous retire votre sonde nasogastrique, on arrête les soins. » Et le lendemain, il est convoqué par la PH, qui n'est pas sympa dans le film. Et pourtant, elle a raison. Elle regarde le dossier, elle dit « Bon sang, la loi Leonetti, c'est pas toi tout seul la nuit. Les limitations et l'arrêt des thérapeutiques, c'est personne tout seul, c'est un avis collégial. » Et ça, c'est le premier avis. Et on ne doit absolument pas aborder la question du don d'organes lors de ce premier entretien. Le don doit être abordé. La question du don, vous remarquerez que je ne parle pas de prélèvement, mais de don. Le don doit être abordé dans un autre entretien, une fois que la famille a bien compris qu'on est premièrement dans les limitations et l'arrêt des thérapeutiques. Parce que si on fait les deux à la fois, le cheminement normal de la famille, ça va être on m'annonce une limitation et un arrêt des thérapeutiques car on considère mon proche comme une réserve d'organes. Voilà. Première cause de handicap, moteur, mais également neuropsychologique. Quand vous voyez des patients en consultation post-AVC, ils vous le disent clairement, la première chose, ils arrivent sur leurs 2 jambes, je suis crevé, je suis fatigué, je n'en peux plus. Le matin, je n'arrive plus à me lever, l'après-midi, j'ai besoin d'une sieste, et mon entourage ne comprend pas. Surtout le patient jeune qui a fait un accident vasculaire et qui a bien récupéré au niveau moteur. Vous savez, c'est ce patient jeune, 30-40 ans, qui vous fait une hémiplégie le lundi, le mardi, il va au fauteuil, le mercredi, il tient debout, le jeudi, il fait sa toilette tout seul, le vendredi, vous passez la visite, en tant que médecin, vous avez besoin de lit. Et le patient a envie de sortir, il est testé dans les escaliers, tout va bien. Il rentre à la maison, les aidants, on n'a pas toujours eu le temps de les voir, c'est important, et là, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'on vous raconte à la consultation post-AVC 3 mois plus tard? Je suis rentré, j'étais fatigué. Ensuite, vous savez, les repas de famille, c'est intenable. Plusieurs personnes qui parlent à la fois. Voilà, comment se concentrer? J'ai essayé de reprendre le travail. Vous savez, je travaille dans un bureau où on est plusieurs. C'est terrible. J'arrive pas à me concentrer. Du coup, je suis en arrêt et mes collègues m'en veulent. Dans le bus, je suis tout jeune. Je me suis assis l'autre jour. Tout le monde m'a regardé parce qu'il y avait des personnes plus âgées que moi et qui auraient peut-être eu besoin du siège. Ça, c'est vécu. Voilà, d'une jeune infirmière de 22 ans. Donc, il y a cette partie également du handicap qui est à prendre en compte. Et ça se termine toujours par une phrase malheureuse des aidants. De quoi tu te plains? T'es sur tes 2 jambes. Voilà. Donc, première cause de handicap, que ce soit moteur, que ce soit neuropsychologique, également la dépression, tout ce qui va avec. Donc, vraiment, première cause très loin, très très loin devant les accidents de la route. Très très loin, malheureusement. On va continuer. Alors, quel est le facteur de risque principal de l'accident vasculaire cérébral? Donc, j'inclus l'ischémique et l'hémorragique. Alors, on y va, on va regarder, ça marche. Est-ce que ça marche jusqu'au bout? Oui. Bravo. On va continuer. Quelle est la première mesure à dire aux patients ou à dire, voilà, ça va être la salle du fond. Ils ont tous déserté, il n'y a plus personne dans la salle du fond, ils n'en peuvent plus. Ouais.
Les infirmières, quelle est la première cause, quelle est la première consigne à donner à un patient hypertendu? J'ai pas entendu, ça n'avait pas l'air triste. Bravo! Vous prenez 2 points aussi. La consommation de sel. Diminuer la consommation de sel. Or, on connaît tout ça en consultation post-AVC. Tous ceux qui ont fait des AVC ou qui ont de l'hypertension, ils ne mangent pas salé. Bon, non, docteur, je ne mange pas salé. Voilà. Donc, ne pas remettre le sel de table. Les conserves, vous savez, avec les légumes et tout, bien rincés. Il y a beaucoup de sel dans le liquide de conservation. Les plats préparés, faites attention, surtout ceux qui sont bon marché. Il y a beaucoup de sel dedans parce que c'est des exhausteurs de goût aussi. Et puis, donc le sel en première, et bien prendre ses traitements. Apparemment, ce serait pas. Il y a des études qui ont été faites sur l'observance des traitements. C'est pas toujours ça. Voilà. On continue. Donc ça, j'en ai parlé. L'hypertension en premier. On va continuer. Quel signe le fond encore. Quel signe n'évoque pas un accident vasculaire cérébral? Ils sont bons au fond, hein. En fait, les nuls sont partis et les bons sont restés. Bravo. En effet, les points lumineux devant les yeux. Tout à fait. On va passer à la diapo d'après pour expliquer. Ah non, il y en a encore. Il y en a encore, on verra après. On revient ici. L'installation de l'accident vasculaire cérébral est A, progressive, peut être uniquement sous la forme d'une vision noire, s'accompagne toujours de maux de tête, impossible chez l'enfant. Alors là, Manuela, on va voir si tu as bien fait ton cours. Ah oui, c'est pas vous. Là, vous êtes en train d'aider une équipe concurrente, mais vous pouvez. Alors, je répète, progressive, uniquement sous la forme d'une vision noire, toujours des maux de tête, impossible chez l'enfant. Qu'est-ce qui est vrai? Il n'y en a qu'une qui est vraie. Pas de 50-50? Vous me dites, ah, sans le 50-50, c'est le monsieur là qui va prendre la responsabilité. Si c'est faux, vous verrez avec le reste de votre groupe. Ils disent, ah, on y va. Bam! Vous dites C, on continue. Bravo au fond, apparemment ils avaient la bonne réponse. Progressive, non. Généralement c'est brutal. C'est voilà, et je m'écroule. Ou alors je fais une aphasie seulement comme ça. Mais ça vient en général d'une seconde à l'autre. Je dis bien en général, c'est vraiment comme ça. En tout cas, ça ne commence pas par un signe un jour et puis ensuite le lendemain ou un mois plus tard. Quoique, ça peut être des accidents récidivants. Mais le plus souvent, ce qui oriente le médecin, c'est que c'est brutal. On va prendre ensuite ce qui est encore faux, s'accompagne toujours de maux de tête. Absolument pas. On confond toujours accident vasculaire cérébral avec mal de tête. 90% des accidents vasculaires cérébraux, vous n'avez pas de mal de tête. Ce qui fait mal à la tête, c'est l'hémorragie méningée, la rupture d'anévrisme. Voilà. Mais ce n'est pas vraiment classé dans les accidents vasculaires cérébraux. En tout cas, tous les accidents vasculaires cérébraux ne font pas mal à la tête. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas mal à la tête que le déficit qui est présenté n'est pas un accident vasculaire. Donc, il n'y a pas toujours de mal de tête dans l'accident vasculaire. Impossible chez l'enfant. Ça, je suis content de ne pas l'avoir entendu. J'ai vu un exposé remarquable de ma collègue avec qui je travaille et je tiens encore à rendre hommage parce que pour vous dire quand même que l'AVC de l'enfant, il y en a qui bossaient dessus, on était très jeunes. Parce que moi, c'est Maurice Giroux qui m'a fait le cours sur l'AVC de l'enfant quand j'ai passé le DU neurovasculaire. Voilà. Et j'ai toujours ce cours avec moi, il est vraiment toujours d'actualité. Voilà, il y avait tout ce qu'il fallait dedans. Donc voilà, des gens visionnaires à qui je rends hommage.
Donc voilà, peut-être uniquement sous la forme d'une vision noire, oui. On oublie souvent ça dans les signes. Ça peut être en effet une vision noire. Soit un œil, soit on ne voit plus la partie d'un mot, la partie droite ou la partie gauche. En effet, ça peut être seulement ça. Par contre, on va soulager les SAMU. Tout ce qui est point lumineux, zigzag, kaléidoscope et tout ça, non. Voilà, c'est certainement de la migraine, autre chose, mais ce n'est pas de l'AVC. D'accord? Voilà. Donc, pardon? Oui, mais vous avez été bon sur le départ, puis je ne sais pas si vous avez déjà vu question pour qui veut gagner des millions. Au départ, c'est pour donner du suspense, voilà. Eh ben oui. Oui, mais si vous trouvez tout de suite, moi, j'ai plus rien à faire là. On me disait que les questions étaient trop dures. Vous avez une équipe d'infirmières, je pense que vous allez les garder à Charleville, il va y avoir de l'ambiance. Hein. Alors, on va revenir là. Voilà, brutal, je vous ai remis voilà, les grands déficits moteurs. Trouble de la parole, comme je vous ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que voilà, je m'étais arrêté de parler, ça c'est un AIT, hein, ce que je vous ai fait, hein, donc merci de me prendre en charge. Ou un trouble de la parole, ça peut être voilà, ça aussi, c'est un trouble de la parole autre, fluent, mais qui est bien aussi un AIT. Déficit visuel, on en a parlé, et brutal. On continue. Voilà les signes. Alors, je l'aime bien cette campagne de publicité, mais voyez, il manque les troubles de la vision. Maintenant, avec le QCM qu'on a fait, vous êtes au point. Vision noire, j'appelle le 15. Ça, c'est une dame, vous voyez, c'est une assiette prise à l'unité neurovasculaire de Bar-le-Duc. Alors, ce n'est pas un homme, on aurait pu penser, qui évite les légumes sur le côté gauche. Pas du tout. C'est une dame, et c'est une dame qui a ce qu'on appelle une héminégligence et une hémianopsie, c'est-à-dire que tout ce qui est à gauche n'existe plus. Voilà. Alors, le but, quand on est médecin ou infirmière, mesdames, messieurs, dames, ce n'est pas de retourner l'assiette, c'est de motiver le patient pour aller à gauche, dire aux familles, mettez-vous à gauche, pour pouvoir mettre les photos de famille à gauche, pour que le patient puisse réinvestir son côté gauche. On va passer la vidéo, je pense que vous cliquez dessus et ça va passer. C'est un patient qui m'a donné son accord, qui se filme chez lui pour... voilà, on peut y aller, c'est bon, ça passe pas, ça marche pas, allez-y. Voilà, il est chez lui, il se filme, je ne sais pas pourquoi il a des caméras de surveillance, d'ailleurs, il m'a donné son accord, hein. C'est OK. Voilà ce monsieur. Et vous allez voir un peu ce qui se passe. Il baille. Alors déjà, vous regardez le côté gauche. Il ne se sert pas trop de son côté gauche alors que c'est un patient informaticien. Voilà. Et là, ça ne se passe pas bien. Là. Voilà. C'est une vraie vidéo. Une vraie vidéo pour voir vraiment ce qui se passe. Vous voyez ? Et ça se passe d'une seconde à l'autre. Heureusement, sa femme est présente. Et voilà, elle arrive. On en était où? C'était le fond, non? C'est à vous. C'est à vous, pardon. Alors, bon, on va la faire celle-là, mais bon, normalement... Alors, on appelle le médecin traitant, le 18, le 15, ou aller vers l'hôpital le plus proche. Vous avez tous 2 points en plus. Alors, je suis très content que la question du 112 n'ait pas été pour moi. J'en ai aucune idée de savoir les numéros en Europe. Sachez quand même qu'on a blindé quand même la frontière de centres de télémédecine et que normalement, même en frontalier, on peut avoir accès à la thrombolyse en France. Voilà. C'est pour le dire, normalement, le 15 peut vous orienter. Et le 15 français également, quand il y a des accords transfrontaliers, peut vous adresser vers un centre de thrombolyse étranger. Tout à fait possible. Donc, si vous vivez en France, continuez à faire le 15, c'est important. Pourquoi c'est important? Je reviens quand même dessus. Et pourquoi même, vous savez, là, je viens de faire une aphasie. Donc, vous pourriez vous dire, je le mets dans une voiture et je l'emmène dans un hôpital. Je suis valide, je ne suis pas encore trop mal, là.
Voilà. Surtout pas, parce que vous ne savez pas quel hôpital est capable de m'examiner et de me faire le traitement d'urgence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si vous m'amenez aux urgences et que vous expliquez mal ce qui s'est passé, oh, vous savez, hein, docteur Richard, un peu hystérique, voilà, il nous a fait un truc bizarre, mais ça me paraît pas grave. À mon avis, un petit anxiolytique, voilà. Ben, je vais aller en salle d'attente. Le contexte d'AVC ne va pas être reconnu. Et eh bien, je vais attendre en salle d'attente et je vais pouvoir compléter et faire mon AVC en salle d'attente. Alors que vous appelez par le 15, vous avez tout de suite un contact avec un professionnel qui identifie que c'est bien un AIT et qui chinte toutes ces barrières, d'accord, qui sont indispensables. Les urgences, ils reçoivent tout. Donc, il faut chanter ces barrières. Nous, on a vécu ça, et en plus, un médecin traitant où sa nièce avait fait un malaise, c'était décrit comme un malaise vagal sur le canapé. Donc, elle est amenée aux urgences d'un service qui a une unité neurovasculaire, et ils se rendent compte, 3 heures plus tard, alors qu'elle a patienté en salle d'attente, qu'elle était hémiparétique et qu'elle avait bien fait un accident vasculaire cérébral, et on avait perdu énormément de temps. Donc ça, c'est important. Et on va également certainement vous parler que maintenant, même suivant la gravité de l'accident, la gravité du caillot, eh bien, ce ne sera pas forcément cet hôpital-là qui, même s'il a des compétences sur l'AVC. Donc on a des schémas, on est en train de travailler avec mon collègue Benjamin Gory sur les schémas d'adressage dans l'ex-région Lorraine. Et puis avec mes collègues du Grand Est, c'est à s'arracher les cheveux, c'est savoir qui on adresse en fonction de la gravité. Donc pitié, ne vous en mêlez pas, laissez-vous conduire. D'accord ? Voilà. On continue. Oh, ça c'est pour le fond, ça. C'est pour le fond. On a 10 milliards de neurones. Chaque minute de perdu, c'est combien de neurones perdus ? Au fond. Mais je ne vous vois pas. Remettez-vous dans mon champ. Super. Alors, mesdames, combien ? 50-50. Heureusement qu'il n'y a pas de chronomètre. Hein. C, D, j'ai entendu D, on y va ? D, c'est bon. Franchement, ils se sont tous barrés. Il n'y a que quelques jeunes infirmières pour me faire plaisir. Donc franchement, on va leur donner des points. Et puis il y a quand même un monsieur au fond. Vous êtes étudiant infirmier aussi ? Alors je suis désolé, c'est l'une des seules professions où c'est le féminin qui l'emporte. C'est 2 millions de neurones chaque minute, et il y a une publication qui le dit, je l'ai trouvée dans Stroke, qui est la grande bible de l'AVC. Vous pouvez passer, voilà. C'est en effet, il y aurait 2 millions de neurones en moins chaque minute. Donc chaque minute compte. On va continuer. Voilà. Si vous pouvez encore appuyer. Voilà, plus vous attendez et plus la zone de nécrose va s'étendre sur la zone qu'on peut sauver. Et du coup, si par contre on débouche le vaisseau très vite, eh bien vous allez réduire la zone rouge et vous allez sauver la zone qui est en bleu. Et c'est ça qui fait que vous réduisez la mortalité et le handicap. Oui, monsieur ? Oui, mais de toute façon très limitée, et je vous conseille pas de compter là-dessus pour attendre à appeler le 15. Dans l'accident vasculaire cérébral, malheureusement, non. On a très peu. Ce qui fait que vous récupérez, c'est surtout ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est-à-dire les neurones qui sont autour et les neurones qui sont de l'autre côté. Donc plus vous réduisez la zone
un farci, la zone qui a souffert, et plus vous faites jouer cette plasticité cérébrale pour la récupération. On ne vous entend pas à côté, monsieur. Tout à fait, c'est ça. Ah, d'accord. C'est ça. Voilà, plus vous thrombolysez tard, plus vous débouchez tard, et moins ça marche. On va continuer. En cas d'AVC, la thrombolyse intraveineuse est limitée à 8 heures après les symptômes, doit absolument être réalisée dans une unité neurovasculaire. C'est pour tous les patients ou ça peut être complété par un geste endovasculaire. Alors, la zone 1 vous redonne la main au fond. Alors, vous allez faire un plaisir à mon collègue neuro-radio-interventionnel. Au bout de combien de temps on peut faire la thrombolyse intraveineuse? C'est-à-dire, c'est quoi la limite horaire? Alors, j'ai 6 heures, j'ai 4 heures, j'ai... Voilà. On va voir qu'en fait, vous avez tous raison maintenant. On va regarder. Allez-y. En effet. On va passer à la diapo suivante. Je pense que c'est là où j'explique. La diapo suivante aussi. Voilà. Alors, déjà, est-ce que ça doit se faire absolument dans une unité neurovasculaire? Alors, je suis très content maintenant qu'à Charleville, on soit d'accord sur le fait qu'on peut se faire thromboliser à Charleville. Quand j'étais venu en 2016, Françoise peut le dire, il y en avait qui disaient oui, et il y en avait qui disaient non. Alors j'étais là, vous avez de la télémédecine en lien avec Reims sur l'hôpital de Charleville. C'était assez, j'ai raconté ça à mon collègue dans la voiture, j'en avais qui disaient non, il y avait même des gens de l'hôpital qui disaient non, on n'a pas de télémédecine. Et puis j'avais une dame, moi je suis venu quand même avec un déficit, j'ai vu un neurologue en caméra, et puis il a regardé mon IRM et on m'a passé un produit pour déboucher. J'étais là, ça ressemble quand même beaucoup à de la télémédecine. Voilà, et en effet, c'est-à-dire que maintenant, depuis début des années 2000, les décrets ont dit que vous pouvez mettre des caméras dans les centres hospitaliers où il n'y a pas de neurologue, où il n'y a pas d'unité neurovasculaire. Nous, les neurologues, on se connecte et on voit le patient, on regarde l'IRM qui est faite sur place et les infirmières qui ont été formées et qui font ça très bien passent le produit. Voilà. Alors, pourquoi cette diapo ? Pour les plus cinéphiles, on pourrait se poser la question de la téléportation des patients. Vous verrez le film La Mouche ou Star Trek, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On continue. Voilà, ça c'est notre réseau de télémédecine. Et vous en avez à Charleville, vous êtes en sécurité avec une très bonne équipe à Reims. Voilà, ça c'est ma collègue avec qui on a mis en place la télémédecine. L'expérience nous avait été faite sur l'hôpital de Bar-le-Duc. Si vous pouvez cliquer dessus. Voilà, c'est comme ça qu'on voit les patients quand on les voit en vidéo. On voit là une patiente qui a une hémiplégie gauche et on voit tout de suite en un clin d'œil qu'il est en train de se passer. Je peux discuter avec ma collègue, je peux discuter avec la patiente comme si j'étais à côté. Voilà, et ça me permet également de rendre hommage à tous les services d'urgence qui se sont impliqués là-dedans et avec qui on travaille, parce que sans eux, on ne pourrait pas, et tous les paramédicaux qui se sont formés à la thrombolyse intraveineuse. Chapeau. On va continuer. Voilà, mais sachez que la thrombolyse intraveineuse, ça, mon collègue va vous en parler demain, sur les gros caillots, parfois, ça ne marche pas. Voilà. Et que, on va passer à la suivante et encore à la suivante. Voilà, et là vous cliquez sur les deux vidéos, s'il vous plaît. Et bien maintenant, le traitement de référence, c'est, en gros, il faut faire les deux le plus rapidement possible. C'est, on passe déjà le produit pour dissoudre, et en même temps, on amène le patient sur un plateau de thrombectomie, c'est-à-dire un plateau où on va mettre un cathéter au niveau de l'artère fémorale, monter en fait le cathéter jusqu'au caillot et on va aller piéger le caillot avec un guide, puis ensuite une sonde, enfin un espèce de panier qui va enrouler en fait le caillot. Alors ça fait marrer mon collègue neuro-radio parce qu'il voit, il y connaît absolument rien en thrombectomie, voilà, et on va pouvoir tout retirer si la thrombolyse intraveineuse n'a pas fait son travail.
Voilà. Mais il faut toujours faire les deux à la fois. Donc là, on est en train de passer le guide. Voilà. Et on va passer, donc, ça vient. Voilà, on retire le guide. On va déployer un stent autour de l'embole. Alors, vous voyez, c'est différent des cardiologues. Les cardiologues, eux, ils laissent le stent en place. Alors que nos collègues ici, ils vont piéger un embole. Ça veut dire que c'est une spécialité bien à part. Voilà. L'embole est piégé. Et puis, vous allez voir ce qui se passe ensuite. Ça vient. Hop, on coupe la circulation pendant un petit moment pour éviter qu'il y ait des caillots qui partent ensuite en distal, et hop, on retire. Voilà. Maintenant, c'est la conjonction de ces deux traitements que l'on fait dans le cadre des gros caillots. Alors attention, hein, parce que sinon je vais avoir tout de suite « moi je n'ai eu qu'un, moi j'ai eu rien ». Ça dépend de la longueur, ça dépend du type de caillot. Le neurologue va décider et va appeler son neuroradio interventionnel qu'en fonction du type, déjà dans l'hémorragique, non. Et c'est dans certains types d'ischémiques, c'est dans les plus graves vraiment quand on a des très gros emboles. On va passer à la... Il y avait une question. Normalement, c'est moi qui pose les questions. Est-ce que le stent est enlevé après? Oui, le stent est enlevé. Les cardiologues laissent le stent dans la coronaire, pas nous. Nous, on reste bio. D'accord. Et alors juste on revient en avant un peu, voilà, encore, avant, alors voilà, les collègues du fond, les jeunes, si, très jeunes, la thrombolyse, c'était jusque 4h30, c'est encore 4h30, mais il y a une étude qui montre qu'en sélectionnant bien les patients, vous pouvez aller jusque 9h, maintenant. Et ensuite... Maintenant, la thrombectomie, c'était jusque 6 heures. Maintenant, chez des patients sélectionnés, 24 heures. 24 heures. Alors, attention, ça va être sur des patients extrêmement sélectionnés. Les neurologues et les neuroradios, on fait un peu des palpitations quand on dit ça, parce que vous savez, on n'est pas plus de médecins et plus d'infirmières qu'avant. Et on se dit maintenant, faut y aller jusque 24 heures, les évaluer, faire des IRM et regarder. On s'organise. On s'organise, ça va venir. Ça va débuter très bientôt pour la région Grand Est. Je crois qu'on est... voilà. Le protocole est en train de s'écrire. On va moins dormir. On va encore plus bosser, mais on va traiter encore plus de patients. Voilà. Et il nous faut encore plus d'infirmières. L'UNV désigne un univers non violent. C'était à qui maintenant? Ça revient à vous, je pense. Une unité de nettoyage vapeur. Laissez-moi énoncer quand même mes distracteurs. Une unité neurovasculaire, un urbanisme qui intègre plus de nature verte. C'est la C. L'unité neurovasculaire, c'est par contre le traitement qui concerne tout le monde. Et pourquoi ça marche? À cause de la connaissance. Parce que vous avez surtout et en priorité des paramédicaux qui savent prendre en charge ces patients. Une infirmière soigne et est encore plus efficace qu'une thrombolyse ou une thrombectomie. Clairement, parce qu'elle sait prendre en charge un AVC ischémique, hémorragique, et qu'il n'y a aucune contre-indication sur la connaissance de l'infirmière, de l'aide-soignante, et également des kinés ergothérapeutes. On va regarder la diapo d'après, et ça, il y a des grandes publications qui le montrent. Si vous mettez un AVC, un patient victime d'AVC dans une unité neurovasculaire par rapport à un service de médecine, dans l'unité neurovasculaire, vous ferez toujours mieux. Un service de neurologie, qui n'est pas unité neurovasculaire, vous ferez mieux. Et le must du must, la réanimation, ça reste l'unité neurovasculaire qui reste le meilleur. Voilà. Et pourtant, en réanimation, c'est là où vous avez les plus gros moyens.
Mais non, c'est la connaissance vraiment des médicaux et surtout des paramédicaux qui ont été formés qui fait que les patients récupèrent. Regardez par exemple, ça c'est une aide-soignante, elle est à 24 heures, là c'est un patient qui a même pas 24 heures de son AVC, elle est là, elle est présente, elle prend un patient elle prend un lève-malade et on lève tout de suite le patient pour éviter les complications type d'escar, de thrombose veineuse, elle le met tout de suite au fauteuil, elle va tester tout de suite sa déglutition, elle va éviter la déshydratation et les kinés vont intervenir tout de suite. Voilà. Bravo aux équipes d'unité neurovasculaire, bravo les paramédicaux. Les chances de récupération optimale après un AVC, si nous sommes bien pris en charge, combien on a de chances de récupérer? Allez ici. J'ai entendu B. On garde le B? Vu ce que j'entends, on va prendre un 50-50. 50-50? La D, en effet, 50% de chance d'être complètement valide, autonome, sans séquelles, après un AVC. Bien sûr, ça ne prend pas complètement en compte les troubles neuropsy et tout ça, je suis d'accord. Mais de remarcher, de s'occuper de soi-même, 50%. C'est plus une fatalité. Il faut travailler sur la connaissance et le traitement. Et voilà, on va continuer. Je pense qu'on va arriver. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est un jeune patient à droite qui a fait 2 thromboses veineuses cérébrales. 2 thromboses veineuses cérébrales. Et voilà, il court. Il a même fait un Ironman. Et vous voyez derrière, moi, j'assure le suivi. Voilà. Et un deuxième, on va passer à la suite, qui m'a envoyé suite, il faisait des accidents vasculaires cérébrales sur un lupus, il en a fait plusieurs, et là il m'a dit voilà, j'ai franchi tel col, et vous étiez un petit peu avec moi, ben moi j'ai été content d'être avec vous ce soir, d'être resté aussi tard, et qu'on ait pu discuter comme ça de l'accident vasculaire cérébral, merci infiniment. Est-ce que vous avez des questions encore ou pas? Ah bon, allez, on fait des questions alors. Moi, c'était pour vous, j'ai l'impression que vous êtes épuisés, mais je voulais remercier les IDE au fond. Merci. Je voulais poser comme question si l'examen que vous faisiez était fait sous AG. J'ai pas compris, pardon. L'examen que vous faisiez quand il y a le caillot, c'est fait sous AG. Non, alors, il écoute pas là-bas. Benjamin, on te pose la question si la thrombectomie se fait sous anesthésie générale. Benjamin travaille dessus, c'est-à-dire qu'il compare les patients qui ont eu une thrombectomie sans anesthésie et les patients qui ont une thrombectomie avec anesthésie. Je veux pas trop spoiler son papier. Apparemment, on peut faire les deux, mais ce serait mieux avec une anesthésie. Je vous remercie. Comme vous a dit Sébastien, en fait, la technique est récente et donc les modalités d'anesthésie ne sont pas encore très claires. Il y a 3 possibilités, l'anesthésie générale, la sédation consciente, c'est-à-dire on endort un peu mais sans dormir complètement, et l'anesthésie locale. Et il semblerait que la meilleure technique, c'est la sédation consciente, c'est-à-dire pas l'anesthésie générale, l'inanesthésie locale, c'est une petite anesthésie sans endormir complètement. Ok. D'autres questions ? Moi, je voudrais rendre un hommage à toutes les équipes des neurologues, neuroradiologues interventionnels, mais les neurologues que je connais depuis quand même longtemps maintenant. Et on ne se doute pas, souvent on dit « Oh, les médecins ». Et moi, ça me rend furieuse parce que ce sont des gens qui travaillent nuit et jour, qui sont toujours disponibles. Et je pense qu'il faut arrêter de dire on est mal soigné ou ça ne va pas.
Parce que quelquefois, il faudrait qu'il soit au moins 5 par unité neurovasculaire. Quelquefois, il retombe à 3, à 2, après ils sont 4, 5. Voilà, c'est pour ça que moi je suis très en colère, parce qu'on manque de neurologues, on manque d'IRM, alors qu'en Allemagne, vous avez beaucoup d'IRM, je ne me trompe pas. Et voilà, mais ça c'est sur tout le territoire, il y a des régions qui sont mieux que d'autres. Et je voudrais vraiment qu'on rende un hommage à l'ensemble. Alors, Sébastien, je l'adore, mais à l'ensemble de tous ces médecins qui sont vraiment des gens fabuleux. Vous m'avez déjà sorti ça en 2015, madame, m'en souviens, en 2016. Je me souviens de ça devant le buffet des spécialités qui était là. Eh bien, moi, je vous réponds encore la seconde chose. J'ai vérifié, vous avez de la télémédecine à Charleville. C'est aux 15 de décider. Madame, si vous faites un accident, là, et qu'on vous emmène à Nancy, vous avez une énorme perte de chance parce que vous avez des centres compétents beaucoup plus proches qui vont déboucher le vaisseau plus vite. Mais il n'est pas question que vous attendiez 4 heures, 5 heures. Je vous promets que demain, on voit les professionnels. Mais c'est pour ça qu'on fait le déplacement. On va travailler demain avec vos professionnels. Et ça, c'est grâce à Claudine et à France AVC. Le but, ce n'est pas de ramener tout le monde sur Nancy, Dijon, voilà. Le but, c'est vraiment de former les équipes en local. Et ça, la télémédecine, c'est un exemple. On a essayé avec l'ARS de monter une UNV à Charleville. Ça va venir. Il faut des neurologues. Pardon ? Voilà. Mais ça va venir, ça va venir, ça va venir.